J'ai entendu ma mère me dire « je t'aime ». Et à ce moment-là, ça m'a fait un déclic. Et là, j'ai fondu en larmes et tout sur le lit et tout. Je me dis « mais c'est pas normal. Mais qui êtes-vous » La vie suit son cours et un jour, changez tout. Il y a les grands changements, les grands bouleversements du monde, de ceux qui bousculent l'ordre mondial, guerre, épidémie, changement de régime, révolution technologique, évolution des mœurs, dont les conséquences sont visibles à l'œil nu ou deviennent évidentes à observer progressivement avec le temps. Et puis il y a les transformations plus confidentielles, plus intimes, des changements à l'échelle d'une personne, d'une femme ou d'un homme. Mais la déflagration du changement peut être tout aussi terrible, tant c'est le monde intérieur, son monde à soi, qui en est bouleversé. Daniel, depuis tout petit, est sujet aux changements de vie, des changements qu'il n'a pas orchestrés lui-même forcément, et qui l'ont placé sur les sables mouvants des émotions pour le moins exacerbées, donnant l'impression, vue de l'extérieur, qu'il a dû être bien écartelé entre différents choix de vie. Écoutez bien, Daniel est un enfant d'une famille nombreuse polynésienne, adopté en Nouvelle-Calédonie par une Martiniquaise dont l'éducation stricte l'a marqué. Tout ça, entre autres, l'a poussé à opérer quelques changements dans ses relations aux autres. Daniel, c'est une rencontre signée Aude Guiziano de Nouvelle-Calédonie la première, et le podcast s'appelle « Changez tout ». Bonjour, je m'appelle Daniel. Je me sens étant calédonien, enfant du pays. Et pour décrire ma vie d'avant, je dirais que j'avais une grande famille, une très grande famille. Alors, au niveau de mon adoption, ça s'est fait, je sais que dès mes 1 mois, je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie. Donc, j'ai vraiment vécu en Nouvelle-Calédonie depuis que je suis petit, en tout cas de là où j'ai pu former des souvenirs. J'ai eu quelques histoires. Alors ma mère adoptive m'a jamais caché le fait d'avoir été adoptée. Donc ma mère adoptive est martiniquaise. Je suis tahitien. C'est un peu compliqué de cacher ça, on va dire. Mais du coup non, j'ai toujours vécu en sachant que j'étais adopté et ça n'a pas été un problème pour moi. Et je sais que quelque chose qui revenait souvent, et surtout quand on me posait la question étant enfant, s'il y avait un problème par rapport à l'adoption et tout. Je sais que je répondais toujours que j'avais juste une plus grande famille que ce que je pensais, quoi. Alors j'ai vécu avec une mère qui m'a élevé seule. Pendant une période, ma mère s'était mariée à un homme que je considère comme étant mon père, du coup mon père adoptif, avec qui j'ai encore des contacts. Mais sinon, la plupart du temps, ma mère, voilà, j'ai vécu toujours avec ma mère. J'ai des grands frères et des grandes sœurs, donc mes 2 jumelles, les 2 aînés, donc mes 2 frères. Donc on est 5 en tout, dont moi adopté. Je suis le dernier à avoir été adopté, donc je suis vraiment jeune. Il y a un gap au niveau de nos âges avec mes frères et sœurs. Et ce qui fait que j'ai pas trop connu durant mon enfance mes frères, mais je me suis très rapproché de mes sœurs. Donc j'avoue, j'ai un petit lien avec mes sœurs. Voilà. C'est un peu comme des mamans en fait. Et donc j'aime bien. Et après mes frères, j'ai appris à les connaître plus tard, du coup en devenant jeune adulte. Mes frères et sœurs sont tous les enfants de ma mère. Ma famille, c'est Madinina représente, donc des Martiniquais, des bons créoles. On a du contact, on va dire, humain, mais après, ils sont très durs dans l'éducation, dont ma mère, qui a élevé quand même ses enfants seule, parce que aussi, elle a élevé mes frères et sœurs seuls pendant une période quand même. Donc, elle a quand même un fort caractère. Alors moi, je sais que pas de nouvelles, bonnes nouvelles, quoi. C'est ce qu'on dit maintenant, qu'on fait chacun notre vie. Si on arrive à avoir des nouvelles, c'est bien. Si on n'a pas de nouvelles et qu'on encroche un petit peu par-ci par-là, bon, ça veut dire que ça va, quoi. Donc on est quand même assez détachés les uns des autres. L'éducation de ma mère a été très dure, mais c'est quelque chose que je ne regrette pas et c'est même quelque chose que j'accepte comme m'ayant forgé en fait aujourd'hui. Parce que les coups des ceintures, là, les coups des martinets, ça c'est... Mais voilà, c'est formateur. Du coup, ouais. À quel moment, en fait, elle t'a dit que tu étais un enfant adopté ? Eh bien, je pense que ça a été assez tôt pour ne plus m'en souvenir. Vraiment, elle me le répétait, elle me le disait. Je pense qu'elle voulait pas le cacher. Après, mes 2 mères, donc adoptives et biologiques, se connaissaient. Du coup, c'était des femmes qui étaient déjà en contact. Ma mère adoptive voulait un enfant, encore un enfant. Et ma mère biologique,
on est une dizaine en fait dans la famille biologique. Donc elle se connaissait, elle s'est dit bon voilà, j'attends un petit et voilà. Ça s'est fait naturellement. Donc c'est pour ça qu'elles ont gardé contact. Au début, bon, c'était compliqué Internet et tout à l'époque, donc j'ai encore des lettres de ma famille que ma famille de Tahiti m'a envoyé pour demander des nouvelles ou des choses comme ça, des échanges avec ma mère. Et sinon, oui, avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est surtout avec ma petite sœur. Parce que j'ai une petite sœur biologique qui me permet de garder le contact avec la famille à Tahiti. J'ai jamais été mis de côté par mes frères et sœurs. Ils m'ont toujours accepté comme un frère biologique, quoi. Donc non, j'ai jamais eu... et même, j'ai eu beaucoup plus de complicité de temps en temps, je pense, avec eux que entre eux, genre à des moments vraiment, je sais. Donc, mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, j'ai jamais été mis de côté. Je pense que c'est une chose qui a beaucoup joué dans ma vie, quoi. Et vis-à-vis des gens de l'extérieur, vous ressemblez pas, donc. Ah oui. Alors là, pour moi, c'est un flex. Je suis désolé. J'arrive quand on me regarde, on s'y attend pas. Je comprends le créole martiniquais. Je parle un petit peu, j'ai pas pratiqué, mais c'est vraiment. Moi, je trouve que j'ai beaucoup aimé en fait. J'ai des amis de mes frères et sœurs, donc à des moments, on va dire, je rentre, je vais voir mon frère ou ma sœur, et d'un seul coup, on dirait que je suis le copain de la famille ou un ami comme ça lambda. Et non, c'est mon petit frère. Du coup, t'as vraiment le contraste qui se fait, et puis ils réalisent quoi. Après, il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu en grandissant, parce que j'ai été dans la famille très tôt. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup en fait cet effet-là qui choque un peu. Ah, c'est le chabin. C'est comme ça qu'on m'appelle, le chabin. Clair de peau, du coup, en Martinique, en créole. Voilà. Et quand toi, tu ramenais des amis à la maison? Alors, ça, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Ça, c'est pour mon Ludo, ça. Il est en France, c'est un très bon ami, un de mes meilleurs amis. On est parti une fois en week-end avec ma mère, et à l'endroit où on était, en Bourail, j'avais ce pote aussi qui était en week-end pile à ce moment-là. Ma mère n'avait jamais connu cet ami-là, et ce pote-là n'avait jamais vu ma mère. Et à un moment, je vais le rejoindre, ma mère va voir une amie, et on se croise tous sur la plage. Et c'est un garçon, il était petit de taille et tout, donc voilà, pardon Ludo. Mais j'ai eu les deux réactions. C'est ma mère qui dit « Ça, c'est ton copain, ça ?» C'est, voilà, caractère franc, hein, vraiment martiniquaise. Et puis mon pote qui dit « Ah, mais c'est elle, ta mère ?» Et en fait, il avait pris la copine de ma mère, qui était un peu typée asiatique, pour ma mère. Elle dit « Ah, et cette anecdote, elle est incroyable. » J'ai choqué 2 personnes. Est-ce qu'il y a eu un moment où t'as senti quand même dans ton enfance ou dans ton adolescence que ton histoire était atypique? Je pense que je l'ai senti, en tout cas. Je savais, j'ai toujours su. Et c'est pour ça que je me disais que j'avais une très grande famille. J'avais une image à chaque fois en tête lorsque j'étais enfant, c'était, je voyais aligner derrière moi toute ma famille martiniquaise. Et derrière encore, juste vraiment derrière eux, sur un rang, toute ma famille tahitienne, quoi. Et c'est vraiment l'image que j'avais durant toute ma vie encore. Il y a un moment qui a été quand même un déclic pour moi. Ça a été suite à une agression. Je pense que voilà, il y a un trauma qui s'est fait et je crois que j'ai réalisé mon adoption. En tout cas, j'ai eu un autre point de vue de mon adoption. À partir de ce moment-là, ça a été un moment qui a, on va dire, changé ma vie, quoi. Du coup, je me suis fait agresser au collège. Voilà, fait des bêtises. J'ai fini à l'hôpital. Et après ça, j'ai vraiment eu un sentiment de manque de confiance en moi qui s'est installé. Surtout pendant 1 an. Donc le temps de finir ma petite année de collège. Et en fait, ça a nourri et je pense que ça crée un écart de perspective sur mon adoption. Et surtout que le comportement de ma mère changeait aussi par rapport, parce qu'elle était plus méfiante, elle avait peur qu'il m'arrive quelque chose, donc en fait elle voulait me protéger, surtout après ça. Et puis l'adoption, je pense que ça a beaucoup joué, parce que je me suis rendu compte qu'à des moments, je m'étais peut-être voilé la face étant plus jeune. Sur le fait d'avoir une grande famille, que tout va bien, qu'au final c'est une grande famille, j'ai vécu là et tout. J'ai eu une bonne... c'est vrai que j'ai eu une enfance qui a été... assez dur, parce que ma mère est une femme qui est très dure dans son éducation, que ce soit physiquement, parce que bon, voilà, les coups, on n'écoute pas, tu vois. Donc, mais même oralement, je veux dire, ce qu'elle disait, elle pouvait être très crue
sur le sujet aussi. Elle pouvait ramener souvent à la table le fait d'avoir été adoptée, me dire que c'est déjà assez compliqué pour un enfant, et je pense que avec le temps, je l'ai réalisé très tard. J'ai réalisé et j'ai compris, j'ai vraiment fait la réflexion sur ce qu'elle m'avait dit des années plus tôt. Et en fait, tout est arrivé d'un coup après cette agression-là. Et si j'avais appris éventuellement à bien conscientiser tout ce que ma mère me disait plus tôt, peut-être que j'aurais pu apaiser un petit peu les choses dans mon esprit. Alors, il y a une phrase qu'elle disait. Bon, j'ai compris plus tard qu'elle le ferait pas, sinon je serais pas là. Mais elle me disait, moi, je vais te ramener dans ta famille biologique, du coup. Je vais pleurer 1 semaine et ça ira mieux. Quand je faisais des bêtises et des choses comme ça. Donc voilà, c'est des menaces et tout. Et puis en fait, avec le temps, t'es petit, t'écoutes pas. Elle te dit ça au milieu de l'excitation. Donc soit tu te prends des petits coups de ceinture puis tu pleures, et puis après ça va mieux. Et puis sinon t'y réfléchis pas vraiment. Et en grandissant, du coup, voilà, passer un peu le collège, les années lycée. Et cette phrase-là, dès qu'elle te le disait, tu commences à cogiter. Et je sais qu'il y a un moment où j'ai été pris de panique, je crois. Et je me suis dit, c'est fini. Je crois que je l'avais trop énervé, elle me l'avait dit, et là j'ai vraiment réfléchi à ce qu'elle me disait, en mode, en fait oui, genre ça peut finir comme ça, quoi, terminer comme ça. Et c'est une personne à qui je dois beaucoup, et ça aussi c'est un petit problème aussi que j'ai compris plus tard. J'étais ancré à ma mère, je me sentais redevable envers elle, parce que la vie que je mène actuellement, c'est elle qui me l'a offerte indirectement en m'adoptant. Et ça c'est bête, parce que la réflexion que j'ai eue, ma mère n'était pas au courant du tout que on a un problème de discussion, quoi, de communication. Et du coup ça avait créé des petites tensions à des moments. C'est-à-dire, ma mère, elle arrive, elle passe une bonne journée, elle vient me voir, elle me dit, bon allez mon fils, viens, on va au restaurant, on se fait un petit truc ensemble. Et j'étais capable je l'ai refusé. J'ai regardé ma mère, j'ai dit non, c'est bon, je reste là. Je vais faire mes devoirs ou je jouais. Et en fait, à ce moment-là, elle s'est braquée, elle a pas compris, elle s'est dit qu'elle a fait quelque chose de mal et tout. Et en fait, moi, ma réflexion sur ça, c'était, est-ce que j'étais assez méritant pour pouvoir aller manger ou me faire offrir un restaurant par ma mère, cette mère adoptive, tu vois, qui m'offre cette vie-là. Et je me suis beaucoup renfermé sur moi cette période-là. Même mon frère qui est venu, il a commencé à s'énerver et tout. Moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué aussi. Je me suis dit, mais j'aurais pas été là, ils auraient eu une bonne soirée, peut-être. C'est ce genre de réflexion-là. Genre, est-ce que c'est à cause de moi qu'ils sont pas bien, ou est-ce que au final, ce serait arrivé. Et voilà. Du coup, ça a compliqué cette petite période-là de ma vie. Comment t'arrivais à jongler entre la culture calédonienne, la culture martiniquaise et tes origines tahitiennes? C'est compliqué. Alors, j'avoue que moi, je me sentais... en fait, je me suis toujours senti calédonien. Et c'est pour ça que je suis vraiment content d'avoir vécu en Nouvelle-Calédonie. Parce que même avec mon adoption, avec toutes les personnes que je rencontrais qui étaient adoptées, avec toutes les ethnies qui se trouvent ici, je me suis pas senti mal. Je me sentais juste calédonien. Donc c'est un peu cliché, parce que voilà. Mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a arrangé, c'est le fait de me dire, je suis calédonien. Parce qu'à ce moment-là, on te demande tes origines, mais on sait que au fond t'es calédonien, quoi. Et c'est trop fort. C'est vraiment, je suis calédonien. Mais après, j'ai été adopté par une mère martiniquaise. Mais sinon, je suis tahitien. Et les gens, ils t'ont dit, ah ouais, j'ai toujours vécu en Calédonie. Moi, je suis là. Et même pendant mon enfance, j'ai vécu 2 ans à Lifou, ouais. Et j'ai vraiment une attache particulière à la Nouvelle-Calédonie. J'ai quand même rencontré de la famille martiniquaise, dont des tontons, en voyageant. J'ai vu ma famille tahitienne à 8 ans, la dernière fois que je les ai vus, en 2006. Et j'ai pu quand même voyager et voir un petit peu des membres de la famille, mais à chaque fois, je me sentais bien en Nouvelle-Calédonie. Je suis calédonien, moi. Je suis très bien comme ça. Calédonien avec un accent créole, quoi. Et origine tahitienne. Ouais. Là, tu parles de quand t'es allé à Tahiti, t'avais 8 ans, t'as revu ta maman biologique? Yes. Est-ce que ça t'a fait bizarre? Alors, ça a été très bizarre, ce contact-là. C'est-à-dire qu'on arrive, on sait que c'est des personnes, c'est notre famille. Alors, je suis arrivé, je me souviens, j'arrive à l'aéroport et là, je vois des personnes que je ne connais pas qui me tournent autour et tout, ils sont trop heureux. Et en fait, des cousines, des sœurs, des frères. Donc c'était trop bien. On est allé au McDonald's après, c'était trop bien.
Et après, on est allé à la Carrière. Du coup, nous, on vit à la Carrière. On est parti et sur une montagne, on a toute la famille un peu qui est disposée un peu par-ci, par-là. J'avais une sœur qui était en France. J'avais un peu des membres de la famille qui étaient partis. Mais sinon, j'avais toute ma famille de Tahiti là-bas. Et c'est vrai qu'au niveau du contact, alors c'est pour ça que je pense que j'ai une attache particulière à ma petite sœur. Ma petite sœur, elle a 2 ans de moins que moi. Donc, même si on est tous les deux perdus, on avait la même tranche d'âge, donc on s'amusait bien en tant qu'enfant, on se rapproche plus vite d'enfants que d'adultes. Et sinon, ça a été le contact avec ma mère et mon père. Je me souviens qu'on m'avait donné leur prénom. Appelle-nous par nos prénoms. Et si jamais t'arrives pas à nous appeler papa ou maman, quoi. Et j'y suis resté 1 mois. Et du coup, j'avais du mal, même je les appelais pas forcément par leur prénom, parce que pour moi, c'était un manque de respect. Je savais qui c'était. Du coup, je faisais des petits signes ou pour essayer d'avoir une attention. Genre, coucou. Et je me souviens, à la fin du voyage, c'est là où j'ai pu appeler mes parents, papa et maman. Parce que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Là, je sais pas, c'est quand que je reviens. Et du coup, voilà. Sur le mois, je suis resté une longue partie seul, et ensuite ma mère adoptive m'a rejoint sur la fin du séjour. Lorsque ma mère est arrivée, j'ai vu on va dire la différence du monde. Nous, notre famille à Tahiti, on est pauvres, on va dire. Par exemple, il y a quelque chose, une petite anecdote. Et nous, on mangeait de la soupe. Et la soupe magie là au poulet. À Tahiti, non, on mangeait ça. Et la grosse salade. Et du coup, je sais que ça avait marqué ma mère, et elle me l'avait dit, parce qu'elle voulait aussi, via ce voyage, me faire comprendre qu'on est bien en Nouvelle-Calédonie, qu'elle travaille, il y a des choses comme ça, et que quand même ma famille est un peu démunie à Tahiti. Il faut que je vois la chance que j'ai quand même au travers de cette adoption, de pouvoir vivre un peu aisément, quoi. Et du coup, elle a voulu me faire comprendre, et puis elle avait mis ça sur la table. Voilà, tes petits frères, ta petite sœur, tes frères et sœurs et tout. Et mangent de la soupe le matin, toi tu peux avoir un bol de céréales. Et je le savais, j'avais compris, mais en fait, ma réflexion à ce moment-là, c'était, mais c'est trop bon la soupe le matin. Je me souviens. Je suis en mode, mais moi je veux manger de la soupe le matin, je veux pas les céréales et tout. Et du coup, voilà, c'était drôle. Une petite anecdote. Est-ce que tu as eu l'impression, en étant un enfant adopté, que tu as dû renoncer à certaines choses dans ta vie ? Oui, je pense à ce que je voulais faire éventuellement. Donc moi, j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup la danse, même le dessin, les choses comme ça. Et j'avoue que pendant longtemps, alors ma mère est c'est l'artisanat. C'est vraiment une battante. Elle a fait ses business, elle a travaillé et tout. Donc elle voulait, c'est le cliché un petit peu des parents, mais faut avoir le bac. Après, tu deviens diplômé, tu trouves un bon travail, puis tu deviens ingénieur et tout. Et moi, ce que je voulais, c'était travailler dans l'art, donc sur le dessin. Et à un moment, je voulais être mangaka. Sinon, ça a été danseur. Pendant longtemps, j'ai voulu être danseur. Je sais que tout s'est arrêté parce que j'avais ce sentiment, donc je reviens à ça, de redevance envers ma mère. Et si jamais je m'écartais de ce qu'elle voulait, au final, c'est que je ne rendais pas ce qu'elle m'avait offert. Et je me souviens, à un moment, on était au lycée, et puis il y avait une réunion parents-prof, en gros. Donc ma mère est venue, et on avait fait une liste d'un peu des projets de ce qu'on veut faire. Et moi, j'avais mis en premier danseur. Et du coup, j'ai un professeur qui est devant ma mère, et puis qui dit, voilà, là, Daniel, il veut être danseur. On est sortis de la réunion. Elle m'a dit, t'as envie d'être danseur ? Si jamais c'est ça, je t'arrête l'école. Moi, j'arrête l'école, je te paye pas l'école pour que t'ailles faire la danse. Elle avait vraiment, pour elle, l'art, c'est pas vraiment un travail. Bon, en tout cas, ça débouche pas vraiment. Et elle voulait vraiment m'arrêter l'école. Et moi, de peur, non, pour moi, l'école, c'est trop important, quoi. Même à ce moment-là, même si je suis un peu bête puis j'écoute pas vraiment, l'école, c'est quand même important, quoi. Et du coup, j'ai eu peur. Et pendant 1 an après ça, j'ai pas dansé. Après, je suis allé à l'université et j'ai rencontré des danseurs et des amis. Et c'est là où, au bout d'1 an, sans danser, je me suis mis naturellement à danser. Et ils m'ont dit, faut que tu continues. Et je suis rentré dans une troupe de danse à l'université à ce moment-là et tout. Mais c'est vrai que ça m'avait quand même... j'avais plus de plan d'avenir. La danse, c'était fini pour moi. Ouais. Ce sentiment de redevance que tu avais vis-à-vis de ta maman, est-ce qu'aujourd'hui tu l'as encore, ce sentiment ? Eh ben ça, c'est bien, parce que j'en ai conscience. Et oui, il a disparu, je suis vraiment content. Genre, j'ai réussi à me détacher. Je pense que c'est la transition de vie entre jeune adulte qui a fait la chose. Et c'est ce moment-là où tu vois tout ce que tu fais pour toi. Et tu fais tellement de choses pour toi à ce moment-là.
j'étais moins en contact, je veux dire, je vis plus avec ma mère, je suis toujours en contact avec elle, mais désormais je fais ma vie. Et c'est vraiment le fait de réussir à faire tout ça, se dire que au final, c'est vrai que tu vivais pour vivre pour toi, quoi, au final. À la fin de l'histoire, il y a un moment où tu quittes le nid, puis tu fais ta vie, quoi. Donc, faut arrêter de se prendre la tête. Mais on le savait pas à ce moment-là. Alors, de base, la psychologue, c'était lié à mon agression. Et au bout de 2 séances, elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème qui était plus profond, qui était mon adoption. Donc, c'est-à-dire qu'on passe de l'agression à l'adoption. Et la psychologue, elle a dit, faudrait peut-être que sa mère vienne, qu'on puisse parler. Ma mère n'a jamais voulu venir. Ouais, ma mère, c'est comme ça. Elle a dit, moi j'ai fait ma vie, ça c'est à lui de régler ça et tout. Voilà, c'est ça. Elle est crue quand même. Je suis pas folle, j'ai pas besoin de voir une psy. Est-ce que aujourd'hui, après, avec toi qui as fait ton chemin de vie, tu sens que vous êtes beaucoup plus apaisés dans vos relations? Ouais, clairement, ouais. Et je pense qu'on n'a jamais été aussi proche. Vraiment, je pense cette comment on appelle ça? J'ai du mal à m'exprimer, mais la relation qu'on a actuellement avec ma mère, c'est vraiment une relation dont je retrouve des sensations de lorsque j'étais vraiment petit, le début de mon adoption, voilà, vers 4-5 ans. On avait une petite complicité, c'est bon, je l'ai. Et là, on la retrouve bien. Bon, après, c'est compliqué parce qu'on fait chacun nos vies quand même. Donc, les vies, les problèmes, on parle beaucoup. Ma mère, c'est une personne qui va beaucoup parler des problèmes et c'est normal parce qu'elle réfléchit beaucoup, elle travaille tout le temps. Dans sa tête, il faut travailler, elle se réveille, elle travaille. Donc elle est ancrée vraiment dans les problèmes, trouver des solutions, des choses comme ça. Et du coup, souvent on va parler pour un petit truc comme ça, prendre des nouvelles, et puis oui, en fait il y a eu ça. Il y a des moments où tu écartes un peu le téléphone, et tu dis, oui maman, ça va quoi, ou pas. Et du coup c'est drôle maintenant, on se voit, et elle est beaucoup plus douce. Après j'imagine qu'avec l'âge aussi on s'adoucit, mais on a vraiment une meilleure relation actuellement. Comment tu te sens vis-à-vis de tout ça? Je me sens bien. Je me sens trop bien. En fait, c'est simple, mon parcours est tellement atypique, je pense, que je suis vraiment content d'être la personne que je suis actuellement. Et surtout, je regrette aucune chose que j'ai vécue. Vraiment rien du tout. Que ce soit bien, mal. Moi, je pense aussi, vraiment, ça m'a marqué, ça a été mon agression. C'est vraiment quelque chose de négatif. T'es à moitié mort, t'as 15 ans, t'as 3 mecs de 20 ans sur toi. Donc voilà, ça a été vraiment compliqué, mais au final, après avoir passé tout le cap de la reconstruction, on va dire, de ma personne, je le regrette même pas, parce que je me dis qu'aujourd'hui je serais pas comme je suis si j'avais pas vécu ça. Et même au final, à voir comment ma relation avec ma famille, avec ma mère, suite à ça, même s'il y a eu des complications et tout, à quel point on est arrivé là, je regrette pas. On est très bien. Comment est-ce que tu te projettes dans l'avenir aujourd'hui, avec ton histoire et tes racines multiples? Je pense que par rapport à ce que j'ai vécu, je vais avoir une belle vie. Ah oui. Déjà, je vais revoir ma famille, ça c'est sûr. De Tahiti? De Tahiti, pardon. Oui, non, parce que je revois quand même déjà assez les autres. Mais ma famille biologique, j'aimerais beaucoup la revoir. Et après, j'ai envie de fonder une famille quand même. Et donc une chose, c'est vraiment, je pense que ma vie m'a appris à élever en quelque sorte. Après, on le sait jamais tant qu'on le vit pas. Mais j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire au sein d'une famille, quoi. Et je me dis que avec ce que j'ai vécu, je suis rodé un peu, quoi. Je sais quoi faire et ce qu'il ne faut pas faire aussi. En tout cas, vis-à-vis de mon éducation. À voir après comment je l'appliquerai. Ouais, il y a des choses à changer quand même sur l'éducation que j'ai eue. Mais on écoute, on ne juge pas. Aujourd'hui, tu te dis que t'es calédonien, mais qu'est-ce que t'as gardé de ta culture martiniquaise et de ta culture tahitienne? Yes, enfin ce sujet. Moi, je parle créole, hein. Non, je rigole. La culture martiniquaise, déjà, moi, c'est des petits souvenirs. Alors, malheureusement, ma maman, elle a travaillé dans la restauration. Qui dit restauration, dit cuisine, dit travail en même temps. J'avais vraiment pas trop accès à la cuisine. J'ai pas pu voler des petites recettes de ma mère.
Mais dès qu'elle a l'occasion et tout, les plats martiniquais de ma mère. C'est assez bon, hein. c'est très bon. Et sinon, c'est vraiment la culture au niveau du créole, donc de la langue. Le fait que je puisse le comprendre, pour moi, c'est un plus. J'aime trop. C'est-à-dire que j'ai même des collègues, j'ai eu des proches qui me disaient, en écoutant des zouks ou des choses comme ça, ils me demandaient de le traduire. C'est le petit flex que j'ai. T'as un garçon, il ressemble pas du tout à ce qu'il croit ressembler. Et puis il est là, et puis il commence à traduire du créole de l'entier. Et par rapport à ça, il y avait aussi quelque chose qui est pas mal. C'est ma mère qui, lorsqu'il y avait des choses qu'elle devait me demander, lorsqu'elle devait me parler en public, elle me parlait en créole. Elle va me dire, va me chercher ça et tout. Elle le disait en créole et tout, et moi je comprenais. Et puis je partais normal et tout. Et en fait, c'est vrai que ça, c'est quelque chose. Tu parles à ton enfant. Moi, je trouve ça c'est cool. Tu sais, on se comprend que entre nous. Ça veut dire on est 15 dans la pièce. Elle et moi tête à tête. Elle me parle, je comprends. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce qu'elle veut. Et après, la culture tahitienne, là, malheureusement, même en vivant en Nouvelle-Calédonie, culture tahitienne, je vais pas parler du Horidek ou voilà, quoi, parce que, ouais. Mais c'est vrai que j'imagine musicalement parlant, peut-être ce côté artiste que j'ai, qui était peut-être au fond de moi, qui est ressorti grâce à ma culture tahitienne, peut-être la danse aussi. T'as jamais voulu parler tahitien? Tahitien, oui, je voulais apprendre, au moins parler la langue. Mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de le faire en fait. Ça c'est moi, ça c'est mon choix. Mais au niveau de la culture tahitienne, c'est vrai que j'ai pas trop eu de. Ma mère écoutait des musiques tahitiennes, voilà. Moi personnellement, je vais être jugé. J'ai du mal avec la musique tahitienne. Il y a certains morceaux. Après, je suis très sélectif au niveau de ma musique. Et voilà. Et après, juste mis à part la façon de vivre. De mes frères et sœurs quand j'y étais et tout, j'aime trop, très nature. On vit bien, c'est chill, t'as pas de prise de tête. Et puis voilà, c'est ce que j'aime. Alors, au niveau de mon adoption, j'ai aucun regret. Du coup, comme j'ai dit, je suis vraiment très content d'avoir été adopté, d'avoir vécu la vie que je continue à vivre encore aujourd'hui. Donc au niveau de l'adoption, tip top. Et une chose que je m'étais dit depuis que j'étais enfant, c'est, je pense, c'est le fait d'avoir été adopté et de l'avoir aussi bien vécu, surtout en étant petit, je me disais, moi je veux adopter. Et du coup, c'est vrai que c'est un mindset, et j'ai vraiment cette pensée-là qui me suit depuis que je suis en primaire. J'ai toujours, moi je vais avoir un enfant, après, tu sais, c'est les moments où faire un bisou, c'était limite tabou, quoi, en primaire et tout, tu es, berk, oh non, pas les filles, et tout. Pour moi, c'était en mode, je sais pas comment les enfants on les fait, mais moi je sais qu'on peut adopter, je vais adopter. C'est comme ça que je vais avoir mon enfant. Tu vois. Et du coup c'est trop fort. Et encore, voilà, aujourd'hui je vais adopter. Je l'ai bien vécu finalement. Donc moi je trouve ça beau et j'ai envie d'offrir cette opportunité aussi à un petit enfant là. Mais je veux aussi mes enfants biologiques. Est-ce que tu dirais que t'as manqué d'amour? En fait, moi personnellement, longtemps je me suis dit que je manquais d'amour, mais avec du recul. Et surtout avec l'explication de mes frères, de mes sœurs, de mes proches, qui ont vécu aussi cette éducation que ma mère leur a offerte. Et ma mère avait sa manière à elle, en fait, d'aimer. Et donc, il y a le côté matérialiste, il y a des choses. On a très peu de je t'aime ou des choses comme ça. Une des choses qui m'avait marqué, c'était que le soir où j'étais sur le lit d'hôpital, du coup, lors de mon agression, j'ai entendu ma mère me dire je t'aime. Et à ce moment-là, ça m'a fait un déclic. Et je crois que ça datait de la primaire. Là, j'étais au collège et ça datait début 4-5 ans. Mes derniers souvenirs où j'entendais ma mère me dire « je t'aime ». Et là, j'ai fondu en larmes et tout sur le lit et tout. Je me dis « mais c'est pas normal. Mais qui êtes-vous » Et en fait, jusque-là, ça m'avait pas choqué non plus. Donc, je me disais pas être en manque d'affection ni quoi que ce soit. Parce que je crois que j'ai appris à convertir ces faits et gestes et à me dire « bon, voilà ». Même, c'est normal, quoi. Ça veut dire que là, c'est sa petite preuve d'amour, elle fait ça, voilà. Ma mère, elle est c'est carré, hein. Je te blanchis, je te nourris, voilà, c'est ça, c'est tout ce qu'il faut. Moi, je suis en vie, je suis encore là. Je marche droit, ça va, tu m'as aimé comme il fallait, quoi. Et ouais. Du coup, j'ai pas manqué d'amour, avec du recul, mais j'ai eu quand même déjà ce sentiment de manque d'affection plus que d'amour. Parce que j'avais conscience qu'elle m'aimait. Mais j'avais pas trop d'affection, quoi.
Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui? Qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui? Ma vie. Mon sang, ma vie. Je suis bien, mes choix, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu. Moi, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est pouvoir trouver Bon, après, on n'est pas non plus positive attitude tout le temps et tout. Et s'il y a des problèmes, il y a des problèmes. Hein. Faut les régler. Mais il y a tellement de choses. En fait, ça permet tellement de relativiser d'une manière incroyable tout ce que les personnes vivent. Donc, tout ce que j'ai vécu, mais tout ce que chaque personne qu'on croise dans la rue ont vécu. Et voir des personnes qui sont simplement souriantes et même malgré ce qu'ils ont vécu, si on le sait pas, mais un jour, si on vient échanger avec une personne, puis tu te rends compte de ce qu'elle a vécu, puis elle est là, elle est pleine de vie, elle est contente et tout. Ah non, on aime ça, le contact. Donc, ouais, ma vie, je suis vraiment heureux dans ma vie. Je suis vraiment heureux d'avoir ces familles-là, du coup, adoptives et biologiques, et de pouvoir garder le contact avec eux, de pouvoir vivre ici aussi en Nouvelle-Calédonie. Moi, je suis très bien là. Ah ouais, je suis bien. et puis voilà. C'était Changer tout, une série de podcasts du réseau Outre-mer La Première France Télévisions, conçu et coordonné par Patrice Elidi-Kozak. Daniel, une rencontre et un entretien orchestré en Nouvelle-Calédonie par Aude Guiziano. Merci aux équipes radio de Nouvelle-Calédonie La Première. Musiques originales et mixages signés Louise Beau, alias Azraël.